Salut à tous! Aujourd'hui je vous emmène dans un centre de fertilité, celui de Natessia, qui est au cœur de Lyon 8e. Alors c'est quoi un centre de fertilité? C'est un centre médical spécialisé dans les techniques de diagnostic et de techniques de reproduction qui regroupe des spécialistes spécialement formés aux techniques de procréation médicalement assistée, ce qu'on appelle donc la PMA. J'ai mes petites notes. J'ai rendez-vous avec le docteur Biedamon, qui est une gynécologue endocrinienne spécialisée dans les méthodes d'infertilité, qui va répondre donc à mes questions concernant ce qu'on appelle ici l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. Donc c'est parti. Alors la procréation médicalement assistée, c'est chaque fois qu'on a affaire qu'on appelle un médecin pour intervenir. Et la PMA veut dire que pour concevoir le bébé, il faut que les gamètes, que ce soit les spermatozoïdes ou l'ovocyte, passent par le laboratoire. Donc parmi les PMA, il y en a deux, l'insémination et la fécondation in vitro. Par contre, les stimulations ovariennes où tout se passe à la maison ne font pas partie des PMA. J'ai une fille de 5 ans et demi que j'ai eue naturellement et je suis actuellement en parcours FIV pour avoir un deuxième bébé. Donc je suis passée par des tas d'examens, autant sérologiques que par des IRM, pour des IRM pelviennes, des hystérosalpingographies. J'ai réussi à le dire, ce mot. Je pense qu'il y a plus d'infertilité aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Le nombre, on sait que maintenant c'est un couple sur 6, ce qui est quand même beaucoup. Alors ce qu'on entend par cause environnementale, c'est tout ce qui est perturbateur endocrinien. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est tout ce qui va interférer avec nos propres hormones. Et tous les principaux polluants, dans le tête de liste, c'est les pesticides, ce sont des puissants perturbateurs endocriniens. Et donc du coup, quand ça rentre dans votre corps, ça va perturber votre axe qui commande les ovaires, en quelque sorte. Et ça va créer plein de troubles chez la femme, des troubles de l'ovulation, on pense même l'endométriose, les ovaires polykystiques. Et puis chez l'homme, alors là aussi chez l'homme, il y a une baisse constante de la fertilité. C'est le labo vu d'un autre côté. Donc là, il y a toute la partie technique de préparation du sperme, c'est là. D'accord. Et là-bas au fond, c'est tout ce qui est embryon. C'est fatigant, mais c'est pour la bonne cause. Je le fais, voilà. Mon conjoint et moi, on est vraiment dans les starting blocks. Alors la PMA, pour la prise en charge, donc ça c'est la loi de bioéthique, c'est jusqu'à 43 ans pour la femme. Pour l'homme, il n'y a pas de limite d'âge. Pour l'homme, c'est le règlement intérieur de chaque centre. En général, en moyenne sur la France, c'est 60 ans. Pour l'instant, est prise en charge et considérée comme infertile un couple hétérosexuel vivant ensemble. Et pour la prise en charge, la femme de moins de 43 ans. Ma première fille, j'avais 8 ovocytes, 4 ont été fécondés, mais un seul a survécu. Donc ils m'en ont implanté qu'un seul. Mais si j'avais la possibilité d'en mettre 2, j'en mettrais 2. Après c'est au cas par cas. Si une personne a de l'endométriose, si elle est OPK, des ovaires polykystiques, ça change tout, ça change en fait. On fait en fonction avec le médecin. Là il y a les salles de recueil du sperme. D'accord. Nous, notre rôle en tant que gynéco, c'est de sensibiliser les femmes quand elles sont jeunes, quand elles viennent nous voir pour la contraception, qu'il ne faut pas attendre 42 ans pour avoir un bébé. Bon, on a tout un rôle aussi d'éducation, parce que quand on réfléchit, et surtout quand on est jeune et hyperactive, c'est jamais le moment de faire un bébé. C'est le cas de beaucoup d'amis autour de moi. C'est jamais le moment, donc elles attendent, et puis tout d'un coup, on se réveille vers 40, 42 ans en disant mais... Et au fait, et là c'est beaucoup plus difficile même pour nous, parce qu'on sait que la réserve ovarienne baisse à partir de 35-36 ans. On a une chute progressive de la réserve ovarienne, donc nous, on sensibilise les femmes à pas attendre 42 ans, mais par contre, si on voit des femmes qui arrivent à 42 ans, on n'attend pas. On les prend rapidement en charge, on fait un bilan le plus vite possible déjà pour évaluer. Alors, c'est plus un bilan d'infertilité à ce moment-là, puisqu'elles n'ont pas les 1 an. Je dirais que c'est un bilan de fertilité. C'est-à-dire qu'on voit si leur potentiel procréatif, et pour vite anticiper au cas où il y a un problème. Là, c'est le lien entre la salle de transfert et le laboratoire. Alors j'ai commencé les examens en janvier 2019, j'ai commencé ma première FIV en janvier de cette année, en 2021. Donc entre-temps j'ai fait plein d'examens, mais il y a eu le confinement. Donc ça a tout stoppé. On doit passer par beaucoup d'examens, beaucoup de rendez-vous, anesthésistes, biologistes, gynécologues, pour voir aussi si certains médicaments agissent sur moi, si je fais des effets secondaires, encore d'autres tests, les mêmes tests que j'ai fait précédemment, parce qu'il faut que le test soit inférieur à 3 mois par exemple. Donc sachant que les spermogrammes par exemple prennent des fois 2 mois d'attente sur Lyon,
ou Paris ou autre. Donc voilà, il faut vraiment trouver le bon rendez-vous au bon moment. Ici, il y a la pièce de congélation, il y a tous les embryons congelés. Ah oui. Quand je vois une infertilité dite inexpliquée, je vois des patientes qui souffrent de leur infertilité, parce que même si elles ne nous le disent pas, même si nous on ne le dit pas, parce qu'on reste dans notre médecine, je dirais, on le ressent quand même, hein. Faut pas croire qu'on ne ressent pas, mais on ne va pas dire quand on est, vous supportez mal votre infertilité alors qu'on le ressent. C'est vrai qu'on conseille aux gens, en parallèle de la prise en charge médicale, de trouver autour d'eux ce qui leur fait du bien. Alors pour certains, ce sera la méditation, ce sera la relaxation, ce sera écouter de la bonne musique, avoir une activité physique. En fait, avoir quelque chose qui vous fait plaisir. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir cette composante, je dirais, psychologique au sens large, je dirais environnementale, autour de la patiente, pour avoir cette interaction avec nous et nous le dire quand ça ne va pas, qui a besoin d'une aide complémentaire et en fonction des conditions locales de là où elles sont, de trouver la solution adaptée à chaque personne. Donc nous on est là et puis on récupère l'embryon comme ça. D'accord. On sort directement des tubes, on le met dans l'utérus de la dame. Quand je vois le médecin après le transfert de l'embryon, 5 semaines après, il me demande si je vais bien. Vraiment, si vraiment il voit que je suis mal, il me propose un psychologue. Mais là, il voyait que j'avais remonté la pente, que j'allais mieux, quoi. On espère beaucoup, ensuite on redescend d'une échelle, on se dit pourquoi moi, pourquoi pas, pourquoi j'ai des soucis, voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc ouais, je pense que faudrait peut-être consulter une ou deux fois le psychologue, histoire de lâcher ce qu'on a dans notre cœur, quoi. Les embryons congelés, vous les gardez là-bas, vous pouvez les garder très longtemps du coup. Oui, il n'y a pas de délai de péremption. Ah oui. Voilà, ça, des fois, on a des dames qui viennent 10 ans après. Tous les ans, par contre, elles sont obligées de nous envoyer leur accord pour continuer la congélation des embryons. D'accord. C'est-à-dire que nous, on les congèle, on les garde avec leur accord. D'accord. Oui. Il y a certaines dames qui nous demandent, au bout d'un certain temps, la destruction. Il y a des cas, des choses extrêmement surprenantes, des femmes qui étaient presque, quand je dis condamnées, en théorie sur le papier, avec une réserve très mauvaise, ou un sperme, enfin bref, différentes raisons où le pronostic était finalement pas très bon. Et on a eu, heureusement, comme ça existe, des histoires extraordinaires de grossesse un peu inattendues et qui font autant plaisir au médecin qu'à la patiente d'ailleurs. Oui, parce que, nous, quand on a des grossesses surprises un peu plus difficiles, c'est encore, on se dit vraiment qu'il y a quand même encore les mystères de la nature. Et heureusement, je dirais. Je vous souhaite beaucoup de courage, d'espoir, ne jamais perdre espoir. Parce que je connais des personnes qui, au bout de quelques filles, vont perdre espoir et sont tombées enceintes comme ça. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très important. Parce que ça libère, ça soulage, on nous comprend. Pour ma part, j'en ai parlé à beaucoup de personnes qui ne m'ont jamais jugée, qui m'ont vraiment comprise. Donc vraiment en parler. J'espère que cette vidéo aura été instructive. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses lors de ces interviews et j'ai été vraiment touchée par Stéphie et son témoignage. Donc je la remercie. Je remercie également le docteur Biedamont pour son intervention, pour cette visite, comment dire, improvisée, puisqu'on ne l'avait pas prévu. Et voilà, pour ce partage de ces deux femmes. Je les remercie énormément. Je vous remercie, vous, en tout cas, de me suivre. N'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite sur NG Woman Pregnancy pour me suivre au quotidien dans mes aventures. Quand j'aurai fait le test de grossesse, c'est le 27 mars. C'est aujourd'hui. Oui, est-ce que c'est aujourd'hui, ce sera... Je dois faire le test de grossesse le 28 mars. Je pense que je ferai 29 parce que le 28 est donc un dimanche. Donc je vous tiendrai évidemment informé sur l'ensemble des réseaux. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes de votre entourage qui veulent en savoir plus sur le sujet de la PMA, ou on appelle ça aussi AMP, assistance médicale à la procréation. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Bisous.